Là, ça va mieux? Ah oui, d'accord, ok. C'est mieux. Ici, ce soir, surtout dans ce parc vraiment somptueux, je n'ai jamais fait une intervention dans un décor de ce genre. Voilà. C'est vraiment merveilleux. Et aussi, je suis très content de vous voir. Allô? Oui, là, ça va. Vous me dites tout, alors je prends l'autre? Non? Vous êtes avec l'autre? Oui? Oui, là, pour moi, ça va. Oui. C'est déjà une performance très intéressante. Et notre alors, je voudrais vous parler de l'Europe, de l'Union européenne, j'ose à peine dire puissance européenne parce que c'est un mot qui choque. Voilà où on en est de cette Europe maintenant, qui est assez anxiogène. Je vous avoue que je ne suis pas de l'optimisme et j'espère que nous n'aurons pas à en souffrir les conséquences à terme plus ou moins rapprochés. Alors, mon propos, c'est ça. Sont puisque ont réussi à surmonter leurs difficultés, ont vécu vraiment des périodes assez difficiles, ça, terriblement, et les conséquences qu'il y a eu sur l'économie européenne depuis 2008, même en Europe centrale et orientale, certains notamment en Grèce, à un degré moindre en Italie, la France n'était pas brillantissime, c'est moins qu'on puisse dire. Donc tout un contexte difficile. Première conséquence de cette crise, l'euro, qui est une construction relativement nouvelle, elle a, il a failli voler en éclats. Quoi. C'était assez difficile. Rappelez-vous, il y a une dizaine d'années, on voyait dans les journaux pendant l'éclatement de la zone euro. Il y avait ça, une économique et monétaire. Et en fait, construire l'union monétaire, c'est construire l'union économique, ce qui était une erreur. Ils étaient contents, étant donné qu'il y avait des forces économiques, commerciales, internes, qui jouaient en sens inverse. Et alors, les déséquilibres se sont accumulés entre, d'une part, le Nord, c'est-à-dire essentiellement l'Allemagne, mais aussi la plupart des pays du Nord, et les pays du Sud qui étaient en déficit vis-à-vis de cela. Je vous donne simplement une donnée vis-à-vis de l'extérieur. Je ne parle pas là de déséquilibre interne, mais vis-à-vis de l'extérieur, l'Union européenne est globalement légèrement en excédent. Mais cet excédent
précédent est uniquement réalisé par l'Allemagne, pratiquement, puisque même tous les autres grands pays, que ce soit le Royaume-Uni, la France, l'Italie, l'Espagne, sont en déficit, quoi, hein. Alors donc ça crée un certain nombre de problèmes. Pendant cette période d'une dizaine d'années, qui nous sépare maintenant de 2008, un peu plus de 10 ans, on a eu des signes avant-coureurs de cette crise, notamment en matière monétaire, mais pas uniquement en matière monétaire. Le premier signe, ça a été Chypre. Chypre a tout qui fait partie de la zone euro, qui représente un pourcentage infime de l'Union européenne. Il y a eu des difficultés, ça a fait éclater la zone euro. Rappelez-vous, il y a on se dit, est-ce qu'on va tenir le coup? Alors il a fallu prévoir certains mécanismes pour contrer l'équilibre chypriote, mais bon, en matière de une petite difficulté peut avoir des conséquences énormes, c'est vrai. Mais là, Chypre, quand même, c'était pas le noyau central de la zone euro, et bien malgré tout, tout a fait voler en état. C'est uniquement monétaire. La Grèce a subi des problèmes structurels. Excusez-moi, il y a peut-être des gens parmi vous, et je ne veux pas apparaître anti-hélénique, mais là, il y a des difficultés structurelles en matière budgétaire, en matière financière. Alors, caché, peut-être juste tout a éclaté, les actifs se sont emballés. Le chômage très fort, les gens perdaient leur boulot, le niveau des revenus s'est effondré. Ça a été terrible, hein. C'est une crise sociale qui est arrivée là-dessus. Et alors, l'image de l'Union européenne est catastrophique, quoi. J'ai très bien connu la personne qui était responsable de cette troïka. Il a eu plus que des difficultés, même personnelles, je veux dire. Alors, donc, problème. Chypre, Grèce, plus gros, l'Italie. Peut-être moins brutalement que Grèce, mais elle a été atteinte. Et là, les conséquences ont été surtout d'ordre politique, avec l'arrivée de l'extrême populiste. On se dit à un moment, l'Italie a été dans les poids, c'est-à-dire qu'on a que l'Union européenne investit, qui avait signé le traité de Rome et qu'on a des clients profils. Donc, difficulté vraiment très, très forte, quoi. Et puis, bon, avec l'habitude, on a réussi à colmater un petit peu les difficultés qui ont avait depuis cette période, bon an, mal an, jusqu'à l'année dernière, ça a remonté un peu la pente. Il y avait des pays comme l'Irlande qui s'en sortaient mieux, le Portugal qui s'en sortait mieux. Donc, on se disait, bah, peut-être qu'on arrivera à surmonter. Et on tombe là-dessus, une crise totalement exogène au système économique que personne n'avait prévu. Aussi bien par moi que par moi, personne n'avait envisagé ce qui nous est tombé sur la figure à la fin de l'année dernière et au début de cette année. Arrêt total de l'économie, et là, à l'échelle mondiale, quoi. Alors, comment allons-nous en sortir? C'est là la difficulté de dans un contexte quand même qui est pour le moins très 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 délicat, comme nos masques et tout, on a le choix entre les problèmes sanitaires ou les problèmes économiques, quoi. C'est quand même décidant, quoi. Alors, disons que dans ce contexte qui est très anxiogène, mon
solution serait d'essayer de faire un peu un bilan pour la construction européenne, de voir d'abord, dans un premier point, les facteurs exogènes et les facteurs internes qui nous ont amenés dans une situation très difficile. Il faut voir les choses en face et savoir comment on s'en sortira, c'est pas... ces facteurs aussi bien exogènes qu'internes ont fait que, disons, l'Union européenne n'est pas vraiment une puissance économique mondiale. Il faut voir les choses en face. À côté des États-Unis et de la Chine, bon, on les considère comme des partenaires bien gentils, quoi, mais ça ne va pas guère plus loin, quoi. Alors, ce qui nous malgré cela, je pense à l'heure que nous pouvons même trouver, déjà ce qu'on n'a jamais fait, un renseignement faire harmoniser sur certains actes qui peuvent constituer assez extraordinaire. Alors, c'est-à-dire que dans un contexte difficile, particulièrement, l'Union européenne peut représenter une solution, j'oserais même dire un modèle qui n'existe pratiquement plus dans le monde. Jusque-là, on avait l'oncle Sam, le grand américain, quand il y a quelque chose qui n'allait pas, on allait les voir. Est-ce qu'on a envie d'aller les voir actuellement? Je ne sais pas. Je pose la question, je vous avoue que j'ai quelques doutes en la matière. Donc, l'Union européenne est peut-être la seule zone dans le monde bénéficiant d'un niveau de vie extraordinaire, quoi. Globalement, je ne dis pas que toutes les cloches de la société le font, mais globalement, nous vivons bien quand même, comparé à toutes les régions de la planète. Et nous sommes juste avant une collection de démocraties, de pays qui représentent un modèle que je ne sais pas si les États-Unis peuvent le représenter de la même manière à l'heure actuelle. Enfin, on va voir comment ça va se passer là, avec leur... Ça va donner, je ne sais pas. Tandis que nous, pour le moment aussi, on peut, disons, dire, ben voyez, nous, on vous propose une alternative et ça peut servir de modèle dans le monde ou de citoyens dans le monde. Je suis complètement optimiste et on verra. Alors d'abord, donc, essayer de commencer par ces facteurs de déstabilisation exogènes. L'ensemble commercial mondial. Nous sommes passés au début du XXIe siècle d'un multilatéralisme triomphant à une espèce de multibilatéralisme, en partie sous l'influence américaine, puisque les Américains défendaient le multilatéralisme, alors que maintenant, il y a beaucoup disons, d'attaques qui viennent de chez eux contre ce système et qui veulent remplacer par un multilatéralisme, c'est-à-dire un populisme, c'est la loi du plus fort qui triomphe, quoi. C'est ça, je suis le plus fort, donc tu n'as rien à dire, quoi. Alors, en fait, bon, ce trumpisme, si on peut l'appeler comme ça, c'est un retour à l'nationalisme américain. Et ce dont je ne suis pas sûr du tout, c'est que même si Trump était battu aux élections, je ne sais pas ce que ça va donner comme résultat, ça serait la disparition je ne suis pas sûr qu'il y ait une volonté très forte à ramasser un peu aux quatre coins de la planète. C'est des pays du Moyen-Orient qui n'en ont pas besoin vraiment et de beaucoup de points de la même manière, quoi. Alors il faut que, surtout si ça dure, hein, ce truc, parce qu'une victoire démocrate, je vous rappelle que c'était sous Obama que les Américains avaient décidé de ne pas intervenir en Syrie, quoi. C'était pas sous Trump, hein.
Bon, donc on en est là. Alors il faut peut-être que l'Union européenne s'adapte à ce nouveau contexte, hein, surtout à l'intérieur de l'OTAN. Est-ce que l'oncle Sam est toujours aussi fiable? Est-ce que si on fait des idiots un jour ou l'autre, on pourrait toujours aller chercher les Américains pour dire allez, vous nous sortir de la panade comme on le faisait régulièrement? Pas sûr que ça marche. Alors, disons, ce populisme et ce nationalisme, c'est un phénomène mondial. C'est une déferlante qui arrive dans beaucoup de pays dans le monde, alors qu'il n'y a qu'à voir l'évolution du Brésil de Bolsonaro, l'Inde de Modi, en fait, parmi les grands pays qui suivent un peu la même ligne pour arranger le tout, à côté de cet isolationnisme et de ce nationalisme, ce populisme, le terrorisme islamique, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas terminé. Hein. Disons que Daesh en a ramassé quand même quelques coups sur la figure, quoi. Mais on voit très bien que les ferments sont toujours là et dans de nombreux pays, le risque existe toujours, que ce soit au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, de temps en temps, ça pète un peu, on ne sait pas trop comment, pourquoi. Ça continue, quoi. Il y a des tentatives d'attentat, donc nous ne sommes pas débarrassés de ce problème. Alors pour ajouter à toute la difficulté extérieure, il faut voir notre environnement. Notre environnement, nous sommes proches du Moyen-Orient, de la Méditerranée, hein, c'est ici, là, on y est. Et les crises, alors là, c'est une collection de crises de tous les côtés. Il n'y en a pas un qui plus sauve l'autre. Hein. La crise syrienne s'est finie. La Russie a totalement imprimé sa marque et ils ne savent pas comment ça s'en fait. Parce qu'ils n'ont pas la surface économique pour, et l'intérieur aussi. Hein, il faut voir. Alors donc, une richesse forte, mais des problèmes, des problèmes régionaux, hein, les fausses structures, tout ça. Par contre, un atout énorme pour l'Union européenne et pour son image de marque, je pense, dans le monde, c'est la zone de la planète socialement la moins inégalitaire, avec peut-être quelques petites régions comme l'Australie et tout, et je connais, moi je ne peux pas vous dire. On a un argument en faveur de l'attractivité de l'Union européenne. Il faudrait que l'on maintienne ce système. Notre système social, on peut le critiquer, on peut en penser ce que l'on veut, mais globalement, il n'est pas trop mal quand même. Ça nous permet de surmonter, ça nous permettra peut-être de surmonter la crise du coronavirus si on arrive à résister, à ne pas voler en éclats. Je crois qu'il faut faire attention. Et surtout en Europe du Nord, c'est-à-dire le Scandinave, le Benelux, l'Allemagne, l'Autriche, la France aussi, quoi, là-dessus. On n'est pas trop mal, quoi. Il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde qui arrivent à ce système. Et je crois que là, on a un des principaux arguments en faveur de l'image de l'Union européenne dans le monde. Niveau d'éducation. Notre niveau d'éducation est tout à fait satisfaisant aussi, globalement, hein, que ce soit en niveau d'éducation enseignement supérieur ou d'enseignement secondaire, nombre de diplômés, la Chine montre très rapidement l'enseignement supérieur, mais nous sommes plutôt mieux que les États-Unis. L'enseignement secondaire, l'adhésion des pays d'Europe centrale et orientale ex-communistes n'a pas fait baisser la moyenne, pas du tout, au contraire. Ils avaient des systèmes qui amenaient les gens au niveau du bac, qui étaient à peu près satisfaisants. Alors, les problèmes. Si on voit le classement de Shanghai, les universités européennes, à part les Anglais, on n'est pas dans les tout premiers. Mais enfin, quand même, quoi, on n'a pas le même type d'université que les Américains, mais Oxford, Cambridge, Heidelberg, Coimbra, Salamanque, Uppsala, Bologne, Paris, tout ça. C'est pas nul quand même. Hein. Il faut voir, il y a un certain notre nombre de prix Nobel est un peu inférieur à celui des Américains, mais pas tant que ça. Et puis il faut voir les Américains, si vous enlevez tous les Pakistanais et tous les Indiens qui sont naturalisés américains, ça fait chuter très nettement
le nombre. Nos programmes d'échange d'étudiants, Erasmus et tout, portent des choses. Euh, les étudiants étrangers sur le sol européen, quels sont les premiers pays à attirer des étudiants étrangers? Il y a les États-Unis, bien entendu. Il y a le Royaume-Uni à cause de la langue anglaise. Il y a l'Australie aussi pour la raison avec les Chinois qui vont en Australie. Mais l'Allemagne et la France s'en sortent très bien. Moi, je suis dans une université où on avait des effectifs. Quelquefois, il y avait la moitié des étudiants qui étaient étrangers. J'ai eu une année 22 nationalités différentes à un cours, quoi. C'est tout à fait positif, ce truc. Autre point favorable pour l'Union européenne, nos infrastructures de transport. On se plaint toujours de nos trains qui n'arrivent pas à l'heure, de nos routes qui sont mal entretenues, mais il faut aller voir ailleurs. Hein. On a un système routier, autoroutier qui est extraordinaire, on a un système ferroviaire qui globalement marche très bien. Euh, bon, euh, c'est sûr que si vous allez un peu en Europe centrale, c'est un petit peu moins bien. Quoi. Il y a des trucs, surtout pour les routes, qui sont moins bien. Mais globalement, c'est quand même pas mal, même si la Chine s'équipe à vitesse grand V. euh, on est plutôt bon. Nos ports vont aussi très nettement après tous les ports chinois, mais Rotterdam, Anvers, Hambourg, ça représente quand même encore quelque chose. Nos compagnies aériennes, bon, il y a la crise du coronavirus, on ne sait pas ce qui va s'en sortir, mais enfin, Lufthansa, British Airways et Air France KLM, bon, avec les low cost européennes aussi, sont pas trop. Donc en matière de transport, on a, je crois, à côté de la plupart des zones dans le monde, on est plutôt pas mal situé. Sur le plan culturel, en matière de langue, ben, trois des six langues, en fait, trois des quatre langues mondiales, parce que les six langues de l'ONU, les Chinois ne doivent pas être vraiment pris en compte de cette manière. Ben, trois des quatre langues sont des langues européennes. Alors, pour l'anglais, vous me direz, c'est plus de l'américain que de l'anglais, c'est vrai, mais c'est quand même un point positif. En matière de création cinématographique aussi, grâce à notre exception culturelle, euh, la France, notamment, a réussi à préserver certaines productions cinématographiques en Europe, aussi en Italie et tout. Il n'y a pas que la Californie ou l'Inde qui peuvent être bien placés. L'Europe a aussi, là c'est un atout énorme, c'est la première puissance commerciale mondiale. Alors vous me direz, à l'heure actuelle, le commerce, qu'est-ce qu'il va être l'année prochaine, hein? Je ne sais pas. Mais enfin, jusqu'à preuve du contraire, nous sommes la première puissance commerciale. En grande partie grâce à l'Allemagne, il y a encore peu, la place commerciale de l'Allemagne dans le monde était supérieure à la Chine. Avec 80 millions d'Allemands, 1,3 milliard de Chinois. Donc c'est des atouts. Alors même dans la matière, c'est quand même un atout énorme, cette fonction commerciale de l'Union européenne. Et je vous rappelle que la fonction commerciale, c'est une des prérogatives des institutions européennes dans une large mesure. C'est la Commission qui a les compétences. C'est plus la compétence des États. C'est pas la France qui commerce avec, je sais pas, avec le Japon. C'est l'Union européenne qui commerce avec le Japon. Sur un plan industriel, malgré les difficultés rencontrées réelles consécutives à la mondialisation, l'Union européenne est encore une grande puissance industrielle mondiale. Presque au niveau de la Chine. Il y a beaucoup de secteurs où nous sommes encore en bonne position, que ce soit l'automobile, l'aéronautique, spatiale, l'industrie ferroviaire, construction navale, la chimie avec l'Allemagne, l'industrie de luxe avec la France et l'Italie, l'agroalimentaire. Il y a quand même des secteurs où on représente quelque chose, même si la fonction industrielle s'est en grande partie effondrée dans des pays comme le Royaume-Uni ou la France. Hein. Ça, il faut voir, il y a eu une évolution. Seule l'Allemagne a réussi à maintenir son système. Mais nos grandes sociétés font figure de leaders mondiaux dans de nombreux domaines. Quoi. Vous voyez en matière pétrolière, Shell, BP, Total,
automobile, Volkswagen, Renault, Peugeot, Airbus en aéronautique. On a quand même encore des fleurons, mais pas aussi que bien souvent on peut le penser en lisant les journaux, quoi. Alors nos structures industrielles sont différentes d'un pays à l'autre. L'Allemagne privilégie, et je crois que c'est sa force, les entreprises moyennes. Nous, en France, comme dans les pays de l'Est, c'est bien, on aime bien les gros monstres. En Italie, on préfère le tout petit. Bon, je ne sais pas quelle est la question, mais je pense que le choix allemand me paraît assez bien. Question financière et les services, et questions assurance, eh ben, ça devient le secteur ultra dominant dans l'Union européenne, sauf peut-être un peu à l'exception de l'Allemagne. Mais là, on va perdre un gros morceau avec la place de Londres, hein. Il faut voir, je ne pense pas que Francfort, Amsterdam ou Paris puissent suppléer Londres très rapidement. Ça ne va pas se faire comme celui-là. Les investissements directs étrangers, ben, sont essentiellement des flux existants entre les États-Unis et l'Union européenne, très largement majoritaires, hein. Les autres, je ne veux pas dire qu'on les oublie, bon, l'Asie du Sud-Est, le reste, l'Amérique latine, l'Afrique là-dessus, c'est rien. En matière touristique, ben, nous sommes la première zone de tourisme du monde, si vous additionnez la France, l'Italie, l'Espagne, la Grèce, tout ça. Nous avons une capacité touristique extraordinaire. Alors là, grande question avec le coronavirus, qu'est-ce que ça va donner cette affaire? Parce que si on n'a plus de touristes chinois ou américains ou brésiliens, comment ça va se passer? Et je crois que notre vitesse de récupération sera un bon signe de notre capacité à rebondir en la matière. Donc, qu'on n'a pas voulu couvrir. Mais l'Union européenne a trouvé moyen, sur une surface plus petite, d'être un exportateur net de céréales. Notre industrie agroalimentaire, on vend des yaourts en Chine. Bon, les Chinois mangent peut-être pas beaucoup de yaourts, mais enfin, c'est vrai. La viticulture française, ben, lorsqu'on exporte quelques barriques de Bourgogne ou de Bordeaux, en matière de balance des paiements, c'est pas mal ce truc. Ça vaut peut-être pas un Airbus, mais c'est intéressant. L'Union européenne est la deuxième puissance pêcheuse du monde aussi, juste derrière la Chine. Ben là, le problème du Brexit risque d'être handicapant. Donc, vous voyez, il ne faut pas tout voir en noir, quoi. Ce que je voulais vous dire, c'est que nous avons des atouts, nous représentons quelque chose dans le monde et nous pouvons l'affirmer. Alors l'affirmer comment? Et l'affirmer, voilà, c'est ce que je proposerai, il n'y a pas que moi qui le propose, vous le voyez pas. Je pense que l'Union européenne peut s'affirmer comme un soft power euh, qui peut proposer un modèle qui n'existe pas ou très peu ailleurs dans le monde. Ça existe peut-être au Canada, peut-être en Australie, je ne sais pas trop, en Nouvelle-Zélande, mais enfin, ce pas des pays qui ont la surface tandis que nous, quand même, avec nos 500 millions d'habitants, si on prend les Anglais, un peu moins 450 sans les Anglais, euh, on pèse quand même quelque chose. Bon, l'Union européenne est la seule zone significative dans le monde où on défend les droits de l'homme et la démocratie. Et ça, c'est très fort, ce truc. Je pense qu'il y a beaucoup de gens dans le monde qui peuvent voir ça avec envie. C'est ce qu'on appelait le critère politique d'adhésion, le critère de Copenhague, auquel on peut ajouter certains aspects, par exemple en matière de laïcité. C'était pas formellement explicite, et surtout que la grande majorité des États européens ne sont pas laïques, hein. Il n'y a presque que la France, pas seule, mais presque. Dans le sens français du terme, du moins, hein. Mais ça peut compter. Le droit des femmes. Bon, le droit des femmes, c'est quand même quelque chose d'important, même si on n'est pas brillantissime à la matière, surtout sur le plan économique. Donc quelque chose des éléments très importants que l'on peut défendre sur la scène mondiale. L'Union européenne se place plutôt bien dans la lutte contre la corruption. Si tout n'est pas parfait,
mais il y a la moitié des États de l'Union européenne qui sont parmi les 30 premiers du monde dans les classements de Transparency International, et l'autre moitié des États est dans les 30 suivants. Sur 180 ou je ne sais pas combien d'États dans le monde, c'est quand même intéressant. Un atout que l'on a qui nous permet de nous défendre est constitué par ce que l'on appelle l'acquis communautaire. Alors je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous qui sont familiers avec cette notion, mais peut-être pas tous. L'acquis communautaire, c'est un concept un peu bizarre. D'abord intraduisible en anglais, puisqu'on a conservé ce mot. C'est en gros tout ce qu'on a fait depuis l'origine du traité de Rome et tout ça, les traités internationaux, la jurisprudence de la Cour de Luxembourg et tout. C'est tous les textes qu'on a pu produire et qui représentent notre système politico-administratif, juridique et autres. Mais cet acquis communautaire, c'est très important pour nous. Parce qu'à travers les accords commerciaux notamment, que l'on a pu signer avec la quasi-totalité des pays de la planète, on diffuse cet acquis communautaire et il peut passer partout, dans beaucoup d'endroits. Moi, je me rappelle un jour, j'étais aux États-Unis, dans un bled paumé du Middle West, et je vois dans la feuille de chou locale un truc qui disait « Oh, on n'a pas se laissé imposer ces normes par Bruxelles. » Ils sont fous, ces Américains, quoi. Et en fait, ils n'étaient pas si fous que ça. C'était parce qu'il y avait eu un accord commercial avec les États-Unis, on avait réussi à imposer une norme en matière agricole, et Washington l'avait répercuté sur l'État dans lequel je ne me rappelle plus même plus où j'étais. Et puis les paysans du coin, ils râlaient parce que ça venait de Bruxelles, quoi. Alors, si Bruxelles, la réputation arrive jusque-là, je pense que... Donc, les normes européennes sont très importantes dans deux domaines, en matière de défense de l'environnement, en matière de protection sociale. Si on arrive à les faire passer, on ne les fera pas passer de manière parfaite, il ne faut pas se faire d'illusions, mais dans le cadre de nos négociations internationales, je crois qu'il y a quelque chose d'important. A contrario, il ne faut pas se faire imposer le bœuf aux hormones américains ou le poulet javellisé ou je ne sais pas quoi. Donc il faut qu'on arrive à défendre notre truc. Et je crois qu'on a un atout majeur là-dessus. Hein. Il y a quelque chose, vous savez, la jurisprudence de la Cour de Luxembourg depuis Cassis de Dijon et tout ça, c'est quelque chose de très, 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 très important, je crois. Alors, comment est-ce qu'on arrive à faire passer tout ça? Ben, on s'est créé un atout depuis le traité de Lisbonne. C'est le service européen d'action extérieure. Il y en a qui ont travaillé dedans. Mais on a créé un réseau diplomatique de plus de 5000 agents dans le monde qui nous permet et qui sont dans tous les États du monde et dans beaucoup d'organisations internationales, à l'OMC, à la FAO, à l'OCDE et tout. Et c'est au même titre que les grands réseaux diplomatiques, que les États-Unis, que la Chine, que la France, que le Royaume-Uni. On a des spécialistes, questions politico-administratives, questions commerciales, questions d'aide au développement, et tout, c'est selon les pays, c'est telle ou telle fonction qui est plus importante. Mais ce qu'il faut voir, c'est que dans certains pays, on a des délégations qui ont plus de 100 personnes. Ankara, c'est le cas. À Belgrade, c'est le cas. Donc, on peut faire ça. Et ce service européen d'action extérieure a un intérêt surtout pour les petits États membres. Vous me direz pour les Français, pour les Britanniques, c'est relatif. Parce qu'il y a le corps diplomatique français, le corps diplomatique britannique. Mais pour les petits États qui n'ont pas de représentation à l'autre bout de la planète, ça peut être très intéressant. Et ce service européen d'action extérieure commence maintenant même à délivrer des visas. Vous voyez, il y a déjà tout un processus qui se met en marche et qui est très, très, très important. Au-delà des grands axes de politique extérieure de l'Union européenne, des traditionnels, mais il y a les politiques internes qui se projettent aussi à l'extérieur. Je pense à la PAC, à la politique de la pêche, qui a une action extérieure très forte, une distribution des accords de pêche avec tous les pays de la planète. Donc là aussi, il y a des actions qui se passent. Par contre, à contrario, en matière énergétique, nous sommes donc nous avons besoin d'élaborer une grande les résultats récemment,
On voit notre faiblesse face à la Turquie, c'est les Allemands qui ont négocié pour nous. Je vais voir comment, mais on doit élaborer un droit d'asile européen. On doit aller très nettement au-delà de Dublin. Donc il y a encore des progrès énormes à faire. Dans les deux domaines de prédilection de la politique extérieure de l'Union européenne, que sont la politique commerciale et la politique de développement, on a fait beaucoup de choses. Et en matière de politique commerciale, avec le multilatéralisme, nous participons à l'arbitrage à l'intérieur de l'OMC, avec les États-Unis, avec la Chine. Il n'y a qu'à voir toutes les controverses à propos d'Airbus. Il y a quand même beaucoup de choses. Alors, bon, on en perçoit peut-être un peu les limites. Si les Américains ne peuvent pas sortir de ces panels, parce que ça va donner une grande politique dirigée vers la finance, les conventions de l'OMC, Yaoundé, Lomé, quand même beaucoup de choses vis-à-vis. Et actuellement, avec le regain pour la pas à l'Afrique, c'est la planète, que ce soit l'Amérique latine, que ce soit l'Asie, méditerranéenne. Sont les premiers pourvoyeurs d'aide dans le monde que les États-Unis. À côté de cette aide au développement, il y a une aide qu'il ne faut pas confondre, différente, qui permet d'intervenir toutes les zones de crise naturelle, des événements de catastrophes naturelles ou et voyez cet été, il va y avoir des euros, des dollars. C'est frit. Alors je ne sais pas trop comment c'est ce qui va en sortir. Est-ce que c'est tendance à s'appliquer? L'euro est en train de devenir une monnaie de réserve. Donc, à voir. Ce n'est pas uniquement une question de représentativité extérieure de l'euro à l'intérieur des institutions mondiales comme le FMI. Voilà ce que je voulais vous dire. Et j'en arrive à ma conclusion. Moi, j'ai été un petit peu long. Je voudrais essayer de voir qui n'est pas une Suisse à l'échelle mondiale. Ça, c'est pas. La Suisse, ils sont gentils, nos amis suisses, peut-être parmi vous, je ne sais pas, ils sont bien, là, en Europe, ça se passe bien. Et nous, on ne peut pas faire quelque chose à l'échelle mondiale. Ça, je n'y crois pas. Je pense qu'il faut pour le faire. On a une économie qui est quand même relativement dynamique, malgré toutes les difficultés qu'on peut voir sur le plan intérieur. Et croissance dans le monde. Alors là, nous avons une chance avec le coronavirus. Je vous avoue franchement que la décision de 750 milliards d'interventions à l'échelle de l'Union européenne, avec des opérations budgétaires et des opérations de prêt de type pays, mais au niveau communautaire, quelque chose d'assez extraordinaire. Pour moi, c'est le réel lancement de la construction communautaire, beaucoup plus que le traité de Rome, beaucoup plus que l'euro. On passe à la vitesse supérieure. Si ça marche, ça
ça peut encore déraper parce qu'il faut encore des ratifications par pas mal de parlements et tout. Il y a encore des problèmes, tout n'est pas réglé. Mais je pense que si on arrive à le montrer, malgré disons, la défection britannique, je crois qu'on peut, disons, cette crise sanitaire peut nous permettre de faire quelque chose et on peut arriver à un niveau de gouvernance à condition de privilégier certains axes, notamment en matière climatique, en matière sanitaire, et on peut faire quelque chose. Voilà ce que je voulais vous dire. Si long, et si vous voulez, on peut maintenant discuter ensemble. Je vous remercie. Merci bien.